Bonjour à tous, peut-être à tous ceux qui sont connectés en ligne aussi. Nous allons aborder le thème de l'exportation collaborative, ou comment être plus fort à l'international. Alors je me présente rapidement. Je suis Anne-Martine Raison, je dirige le cabinet EOC International. Vous savez qu'il faut que vous vous connectiez avec des écouteurs. Mais on va venir plus près de vous, en fait. Voilà, au moins vous allez nous entendre. Voilà. C'est plus facile. C'est possible ou pas? Voilà. C'est mieux comme ça? C'est mieux, au moins vous nous entendez. Voilà. Voilà. Donc je suis Non, c'est pas grave, mais sinon, en plus, il y a beaucoup de décalage. Donc si vous voulez, voilà. Vous aurez plus de place. Voilà. Donc, je disais, je suis Anne-Martine Raison, je dirige le cabinet EOC International. C'est un cabinet de conseil et d'accompagnement à l'international. Et on a une expérience sur l'exportation collaborative depuis plus de 15 ans. Nous sommes basés à Marseille et on est une équipe de 5 personnes au départ de Marseille. Et on travaille sur une dizaine de pays à l'export. Et je laisse Cécile se présenter. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Donc Cécile Bourry, je dirige la société CBCI basée à Lille depuis une dizaine d'années, une équipe de 5 à 8 personnes en fonction des missions, donc dans l'accompagnement de la stratégie à l'action en passant par la prospection, le terrain et surtout le côté très pragmatique. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'exportation collaborative. On en entend beaucoup parler depuis, je devrais dire à peu près depuis le début du Covid. Je pense que les exportateurs ont été un peu perdus dans cette période-là et ont eu besoin et ont eu comme réaction assez spontanée de se serrer les coudes et se rapprocher entre les uns et les autres. Donc on en est ravis parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on fait du lobbying pour cette forme d'exportation. Et je trouve que je pense que c'est le bon moment, effectivement, de comprendre ce que c'est. Alors, on parle de l'état d'esprit. C'est quoi le collaboratif, en fait? C'est très différent du collectif. Il ne faut pas, je dirais, mélanger avec le collectif. Le collectif, c'est on part ensemble faire une mission, on est sur un stand de Business France, enfin voilà, ça c'est du collectif. On reçoit des acheteurs, voilà, c'est des partages d'actions en commun, je dirais, mais de manière collective. Le collaboratif, ça va beaucoup plus loin. Le collaboratif, c'est quand on est, c'est pour ça qu'on parle d'état d'esprit, c'est quand on est persuadé qu'à plusieurs, on est plus intelligent que seul. Alors c'est vrai qu'en France, on est quand même très je dirais, pas égoïste, mais assez solitaire sur les façons de faire. Et là, c'est un peu hors champ de ce qu'on a l'habitude de faire par rapport à des Allemands, Italiens, etc. Mais en tout cas, effectivement, voilà, c'est de prendre conscience qu'on va être plus intelligent à plusieurs, qu'on va pouvoir aller plus loin, qu'on va pouvoir échanger des bonnes pratiques, qu'on va pouvoir vraiment développer son business de manière plus pérenne en étant à plusieurs plutôt que seul. Et le collaboratif, voilà, c'est un certain nombre de choses qui vont faire que c'est un état d'esprit et qu'on n'est pas toujours dans je te donne, tu me donnes, je suis dans l'attente. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un peu comme en amitié ou en couple, comme ça. On n'est pas toujours en train de donner en attendant un retour immédiat. On est dans le partage et dans l'échange et dans la bienveillance et dans l'écoute. Voilà, c'est ça l'état d'esprit. Donc, il y a différents niveaux en fait de collaboration. Il y a parce que je dirais il y a des stades plus avancés d'exportation collaborative que d'autres. Le premier niveau, je dirais, de l'exportation, enfin de la collaboration entre exportateurs, ça peut être tout ce qui est le simple réseau, le partage de réseau, c'est-à-dire un exportateur qui va dire tiens, moi je pars à Dubaï demain, je sais que toi tu exportes à Dubaï, est-ce que tu as entendu parler de tel importateur, qu'est-ce que tu en penses? Ou tiens, j'ai besoin d'un transitaire pour exporter mes produits aux États-Unis, etc. Vous voyez, ça c'est du réseau, c'est de l'échange
entre pairs, c'est d'aller déjeuner pour pouvoir échanger les bonnes pratiques sur un marché particulier. Après, il y a tout ce qui est formation, information, tout ce qui est club export, tout ce que propose la CCI, tout ce que peut proposer un club Stratexio, etc. Donc là, on est quand même dans un truc un peu plus structuré, échange d'infos de manière beaucoup plus structurée et moins formelle que le premier cas que je viens de vous citer. Après, il y a l'action en commun, c'est un peu le collectif que je vous citais tout à l'heure. C'est effectivement, on partage un stand parce que c'est moins cher, on part à plusieurs, on fait venir un journaliste parce qu'on trouve que c'est pertinent et on le partage. Enfin, on partage des notes, en fait, des factures un peu si vous voulez, mais ça peut être aussi j'ai un problème de production, j'ai un confrère qui peut me dépanner dans la production, qui peut me stocker alors que moi j'ai des problèmes de stockage. Enfin, vous voyez, ça peut être comme ça peut être des choses ponctuelles comme ça, mais en collaboration, et on se tourne vers l'autre et on se serre les coudes et on essaye de trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est moi qui t'amène une solution, demain c'est toi, etc. Enfin voilà. Ça, c'est de l'action partagée, je dirais, en commun. Puis après, il y a l'approche collaborative. L'approche collaborative, comme je disais tout à l'heure, c'est effectivement, on réfléchit plus loin à deux, enfin plus qu'à deux, hein, généralement. On est au moins 4, 5, on peut s'appeler jusqu'à 8, 10. Et quand on parle de collaboratif et d'exploitation collaborative, on est plutôt dans la construction de quelque chose à plus long terme. On est dans le montage d'une offre collective, de manière collective, pour pouvoir travailler vraiment ensemble pour aborder un marché en commun. On est sur une constitution d'une offre, on est sur une identité commune, on va y revenir. On est voilà, sur vraiment comment je fais pour aborder le marché américain, par exemple, avec mes confrères qui sont complémentaires à moi, avec une stratégie à 3-5 ans minimum, que je vais construire avec eux, main dans la main, pour arriver à conquérir ce marché-là, versus j'y vais tout seul. D'accord ? Voilà. Donc, c'est là-dessus. Donc, là, du coup, je vais laisser la parole à Cécile. Pourquoi le groupement ? On va parler vraiment de ce dernier cas, c'est-à-dire le collaboratif, non pas du collectif ou du partage d'infos, mais c'est vraiment là-dessus qu'on va se focaliser et que Cécile va vous dire pourquoi on a intérêt effectivement à se grouper de manière collaborative. Tout à fait, merci Anne. Donc l'idée, comme on vient de le dire, c'est d'avoir une offre structurée. Un groupement qui est créé pour une approche structurée, structurante sur plusieurs années en collaboratif. Alors, pourquoi on va créer un groupement? Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir envie? Comme vous le voyez, d'abord, la première chose, c'est partager les coûts. On va pouvoir ensemble partager les coûts de constitution, partager les frais juridiques, partager les missions de prospection, partager les études de marché, partager toute l'offre marketing qu'on doit faire. Et ces coûts, si on a la chance d'être 6, 7, 8 membres dans le groupement, c'est divisé par 6, 7, 8 personnes. La deuxième chose, c'est le partage d'expérience. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des formes un peu moins construites. Mais cette fois-ci, on va construire, on va creuser. On va regarder ensemble, est-ce qu'on a dans le groupement des produits complémentaires qui vont nous permettre d'être plus percutants vis-à-vis de certains marchés, certains acteurs, certains distributeurs. Est-ce qu'on va au sein du groupement avoir des gens qui ont des expériences différentes sur le marché qu'on vise, sur d'autres marchés, sur l'export en général, sur les produits, sur les techniques. Donc tout ça, on va pouvoir le partager. Et puis, la chose importante dans ce groupement, c'est qu'on va avoir un animateur qui est extérieur aux membres, qui va venir un peu structurer cette offre, animer le groupe de manière à ce que les partages soient à la fois intéressants, bienveillants, équilibrés et que tout le monde puisse y retrouver quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a... Quels vont être en fait les besoins de ce groupement? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour créer ce groupement? La première chose, c'est de créer une identité commune au groupe. Si vous avez plusieurs sociétés, des produits concurrents ou complémentaires, on va être plus fort en créant une identité unique dans laquelle vont pouvoir se
cumuler toutes ces individualités et ensemble, on sera donc beaucoup plus fort. Enfin, le fait d'avoir cette complémentarité ou ce nombre plus important va permettre d'être plus percutant vis-à-vis des acheteurs parce qu'on va avoir une offre plus étoffée, plus forte, plus complète. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi, dans ce groupe, travailler ensemble pour avoir un discours qui est attrayant, aller vraiment chercher la valeur ajoutée, aller vraiment chercher l'avantage concurrentiel du groupe, de l'ensemble, et pouvoir, grâce à une présence locale dans un ou plusieurs pays qu'on va viser, ensuite pouvoir relayer. Donc ça, ce sera les besoins qui seront identifiés par le groupement. Enfin, il va falloir des compétences spécifiques. Les différences d'une société à l'autre peuvent être de ne pas avoir d'expérience linguistique, de ne pas avoir d'idées sur l'approche culturelle, de pouvoir comprendre réellement qu'est-ce que cherchent les clients sur ce marché et comment on va pouvoir répondre à ces questions. Et puis, comprendre les contraintes, elles peuvent être réglementaires, elles peuvent être juridiques, elles peuvent être douanières, elles peuvent être packaging, elles peuvent être tout ce qu'on veut. Et de pouvoir identifier tout ça, grâce à l'animateur, ça sera une possibilité donc de travailler tous ensemble sur un brainstorm qui fera qu'on sera sûr d'avoir identifié les vrais besoins de ce groupement pour pouvoir avancer. Enfin, dans le besoin du groupement, c'est de pérenniser l'action, c'est de dire on va aller prospecter sur certains pays, on va faire des actions, on y reviendra ensuite, qui peuvent être aussi de prospection, des actions promotionnelles, des actions de vente. L'idée, c'est d'avoir une action régulière tout au long de l'année. Et ce groupement va permettre justement d'avoir une régularité dans l'action jusqu'à l'atteinte des résultats. Et ça, c'est vraiment un des besoins fondamentaux du groupement, en s'appuyant sur l'équipe en France qui va animer le groupe et à l'étranger dans un ou plusieurs marchés, pour pouvoir pérenniser l'offre localement et construire les marques. Voilà. Donc je vais maintenant laisser la parole. Non, c'est à moi. C'est encore à moi, effectivement, sur la création du groupement. Donc comment on va fonctionner maintenant qu'on a défini quels sont les besoins du groupement? Comment on va le créer? Alors on va d'abord faire une promotion. On va aller pendant un certain temps identifier les sociétés qui peuvent être intéressées pour entrer dans un groupement spécifique avec une thématique particulière qui peut être une thématique sectorielle, qui peut être une thématique pays et une thématique de complémentarité d'offres. Donc ça, c'est la première des choses. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est certainement une des étapes les plus longues, la constitution de groupement. Parce que d'arriver à trouver des entreprises qui ont le même timing de développement sur un marché, qui sont prêts à partir ensemble, etc., ça peut mettre un an. Voilà. Et ça peut mettre un an parce qu'il faut aussi avoir un objectif commun, c'est-à-dire une cible commune de pays, un ou plusieurs, et une cible commune de typologie d'acheteurs. Pour être, ça peut mettre entre 2 mois et on a déjà eu des choses. Donc dans la constitution du groupement, on peut avoir des entreprises de taille différente avec des expériences différentes. C'est pas un souci. On peut également considérer que dans les membres, souvent on nous pose la question de la taille. C'est sûr qu'en dessous de 3, c'est compliqué. La taille idéale en fonction des secteurs et des pays, c'est plutôt entre 4 et 8 membres. Entre 6 et 8 étant l'idéal parce que ça crée vraiment une identité intéressante. Une fois qu'on va avoir identifié les membres, constitué, recherché l'approche juridique pour pouvoir mettre ça en place, il y a aussi une mise à niveau entre les membres. Il peut y avoir des tailles différentes, il peut y avoir des expertises différentes sur certains marchés. On va faire une sorte de diagnostic 360 de toutes les sociétés, en individuel et en collectif, pour que chacun sache quelles sont les forces communes au groupe et quels sont les points d'amélioration qu'il va falloir chercher entre tous les membres pour pouvoir être encore plus fort. Et du coup, on va sur cet aspect réflexion, échange entre les membres grâce à cet animateur qui va permettre aussi une fluidité d'action et d'échange entre les membres et qui fera que on arrive collectivement à beaucoup plus d'idées intéressantes et on va permettre à chacun de s'enrichir les uns les autres pour que la collectivité du groupe soit puissante. Alors, je vais laisser la parole à Anne pour la suite. Donc une fois que le groupe est constitué, qu'on sait ce qu'on va faire, quel pays on va viser, comment on va rentrer, quels produits on va mettre en avant, c'est à partir de là qu'on va commencer à mettre en place une identité du groupe. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que chaque exportateur garde son nom, son identité, sa marque, etc.
Mais quand on parle d'un groupe, il faut bien qu'on le nomme. Donc on a besoin de cette identité. Alors certains parlent de marque ombrelle, enfin on appelle ça comme on veut, mais globalement, on a des exemples qu'on vous passera après. Mais effectivement, il va falloir bien le nommer, ce groupe. Donc de manière générale, c'est assez intéressant de faire ce travail-là. On n'arrive pas avec un nom d'un groupe, avec un logo qui va avec et toute une identité visuelle comme ça. C'est le fruit d'une réflexion avec les membres du groupe, un brainstorming, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos objectifs, etc. Et on a des gens chez nous dont c'est le métier, puisqu'on a un pôle communication, pour pouvoir effectivement proposer des noms qui soient, ça paraît facile, mais en fait ça l'est pas, parce qu'il faut que ce soit disponible aussi en .com, etc. Il faut que ce soit pas déjà déposé à l'INPI. Et après, on va décliner toute la charte graphique qui va avec, logo, etc. Ce qui va permettre de créer des outils marketing, de présentation de l'offre commune, sous une identité commune du groupe, sachant qu'encore une fois, chacun va garder après, au sein du groupe, son identité propre et sa marque propre. Hein. C'est pas que chacun fait disparaître sa marque pour une identité de groupe. Chacun garde sa marque, mais est rassemblé sous une bannière commune, si vous voulez, pour pouvoir communiquer au mieux sur le marché de destination. Donc ça, c'est un point important, parce que c'est généralement là où on voit qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi. Vous voyez, quand on fait bien ce travail-là, les exportateurs se sentent vraiment appartenir à ce groupe. C'est important. Après, le point suivant, c'est le relais local. Quand on accompagne un groupe pour se développer sur un marché, je donne l'exemple des États-Unis ou Japon, peu importe, Angleterre, nous on s'appuie sur un bureau local, une équipe locale qui va représenter commercialement les intérêts du groupe tout au long de l'année. Donc, ça peut être des partenaires, mais ça peut être mettre une personne à destination qui est je dirais, embauchés pour le groupe et qui les représentent. Globalement, sur le marché de destination, on recommande d'avoir une présence locale qui va représenter commercialement les intérêts de ce groupe-là, tout au long de l'année. C'est ça qui fait la différence avec le one-shot d'une action commerciale. En fait, c'est ça qui est important. Moi, quand j'ai créé le premier groupement, ce qui fait que j'ai créé un premier groupement, c'est parce que j'étais super frustrée de voir des entreprises partir sur un salon, faire 4 jours de rendez-vous, revenir et puis il ne se passait plus rien. Et c'est une perte de temps et d'énergie pour tout le monde, que ce soit pour les importateurs à destination, les exportateurs. Là, l'idée, c'est d'être à l'opposé de ça. C'est d'être vraiment dans la construction tout au long de l'année et la prospection. Donc le relais local, c'est très important. Il est en relation, ce relais local, avec l'animateur, avec les exportateurs, et il est là pour vraiment travailler sur le terrain, quoi, et être vraiment les mains dans le cambouis, je dirais, commercial, et avancer sur le marché. Alors sur la prospection, voilà, parlons-en. Son rôle, c'est la prospection. Alors, voilà. Si tant est qu'au départ, dans la mise à niveau des membres, on a identifié qu'est-ce qui nous manquait, peut-être des études de marché, peut-être des études de réglementation, des études de mise en conformité, tout ça on va l'identifier en amont, et une fois que tout ça est très clair pour tout le monde, on va mettre en route la prospection, on va contacter des importateurs, des distributeurs, la clientèle que nous aurons définie à cibler en commun dans la stratégie, et là on va aller mettre les moyens dans le cambouis, c'est-à-dire faire de la prospection sur le terrain, de la prospection digitale, de la prospection par les réseaux sociaux, de la prospection téléphonique, de la prospection par de la création d'événements, par des tests, des échantillons qu'on aux acheteurs pour qu'ils testent les produits, éventuellement par de la participation à certains salons, par de l'organisation de rendez-vous. En fait, tous les moyens sont permis pour être efficace et que ça fonctionne et qu'on puisse avoir des retours rapides du marché sur l'offre commune qui est présentée. Donc cette étape de prospection est importante et elle est combinée, comme vous le voyez, à l'étape d'action promotionnelle, comme je l'ai dit, qui tout au long de l'année vont permettre aussi de faire monter en puissance la lisibilité de la marque, la lisibilité des produits, la lisibilité
des exportateurs de manière à ce qu'on puisse à la fois, grâce à ces événements de testing ou à ces événements d'animation via des influenceurs locaux qui peuvent être également très porteurs de lisibilité sur les marques, et via la prospection en langues étrangères sur les réseaux sociaux ou du community management local, vont permettre de combiner l'offre de prospection à l'offre d'animation, d'action promotionnelle. Voilà, on va vous parler de 2 exemples et de cas concrets. Le premier, donc Cécile va vous présenter un après, moi je vous présente celui-là, qui est en cours en fait, qui est sur la Chine, qu'on a créé en fin 2020. C'est en partenariat avec l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires, et c'est en partenariat aussi avec du financement du ministère de l'Agriculture. Donc là, c'est un groupe de 5 entreprises du domaine agroalimentaire. J'adore ce groupe, d'abord parce qu'il est en cours et du coup, c'est une expérience qu'on vit au quotidien là actuellement. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup pensaient que l'exportation collaborative, c'était réservé aux tout petits qui ne savaient pas comment faire, que du coup, parce qu'ils sont tout petits, ils ont besoin d'être avec d'autres et voilà. Alors que là, en fait, aujourd'hui, pas du tout. C'est-à-dire que dans ce groupe-là, on a très grosses ETI, voire des grands groupes. On a le groupe, par exemple, on a la société Aost, qui fait partie d'un énorme groupe. On a Carambarenco, qui fait partie d'un très gros groupe, c'est une très grosse ETI. Enfin, vous voyez, on n'a pas des tout petits exportateurs. Il y en a des plus petits aussi, des plus petites PME. Mais globalement, dans ce groupe-là, on a Alain Millat, par exemple, Favrichon, j'en oublie un, Aost. Enfin voilà. Donc on a, en fait, si vous voulez, ça va de la grosse PME et Gulliver, voilà, qui fait des biscuits très haut de gamme, mais qui est une belle PME aussi. Le commun qu'ils avaient tous, c'était de se dire on veut se développer sur le marché chinois. Et vous voyez que le marché chinois, de toute façon, étant complexe, vous soyez une très petite entreprise, une ETI ou un très grand groupe, c'est un marché complexe à aborder tout seul. Et que le fait d'arriver à plusieurs avec une offre vraiment large de produits français, agro, était totalement pertinente. Donc on a créé l'identité Follement France, que vous voyez. On a créé le nom, le logo, qui va nous permettre aussi après de faire, une fois que tous les produits seront distribués sur le marché, des promotions en magasin, des promotions en ligne, des promotions sur le terrain. Donc on a voulu faire un logo, par exemple, qui puisse fonctionner en B2C et pas juste en B2B. La prospection là a commencé. On a, je dirais, pour chacun d'entre eux, on a sélectionné les produits à mettre en avant selon le potentiel sur le marché chinois. On a fait toute une période de préparation pour chacun d'entre eux pour qu'ils soient vraiment le plus prêts à aborder le marché et à être présentés à des importateurs. Et là, on est en pleine prospection qui se passe très bien et on espère que les 5 sociétés soient référencées d'ici la fin de l'année pour que l'année prochaine, on passe en mode promotion une fois que tout le monde sera référencé. Et voilà, c'est un groupe qui marche super bien, qui s'entend très bien, où il y a beaucoup d'interactions entre les membres. Et donc, c'est très satisfaisant. Voilà. Alors, je vois que l'heure tourne, on va laisser la place aux questions. Je vais rapidement vous parler d'un groupe passé pour qu'on puisse aussi avoir un exemple différent, avec des résultats différents et une approche différente. Donc, ce groupe a été créé à l'époque en collaboration publique-privée avec la Chambre de commerce internationale de Lille. Et on avait 5 sociétés qui étaient plutôt des petites PME, avec des tailles différentes, de 1 million à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avaient toutes envie d'aller prospecter en Asie. Ces sociétés avaient déjà de l'export en direct sur d'autres pays et elles avaient décidé que les pays d'Asie, elles allaient les faire ensemble et les pays des Scandinaves. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a 2 approches. Il y a eu une première approche avec une embauche d'un VIE qui a été cadré pendant 2 ans pour prospecter la Scandinavie et ensuite un deuxième VIE
pour faire l'Asie. Donc grâce à ce groupement, ces sociétés ont pu être présentées, représentées dans 20 pays différents pour des coûts qui étaient en moyenne entre 4 et 10 fois moindres que si elles avaient dû y aller seules. L'autre avantage de cette société, comme vous le voyez, c'est très complémentaire dans les produits. On s'est rendu compte lorsqu'on prospectait, lorsqu'on manageait ce VIE qui allait régulièrement dans tous les pays voir les clients, que une des sociétés ne serait jamais rentrée si l'autre n'avait pas pris le rendez-vous. C'est-à-dire que globalement, ce My French Room, qui était l'idée de dire j'ai 5 entreprises de la décoration qui ont un groupe, intéressait les acheteurs parce que justement, il y avait une offre complémentaire. Il y avait des produits de revêtement de sol, des produits de revêtement de mur, du mobilier, du robinet. Donc du coup, beaucoup plus intéressant pour une cible commune d'architectes, décorateurs ou d'hôtels 5 étoiles de recevoir 5 offres différenciantes en même temps. Et grâce à ça, elles ont pu développer plus facilement la mise en place de réseaux de distribution, de clients et de chiffre d'affaires localement. Donc ça, c'est intéressant de le dire. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps, mais c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs formes possibles. On peut avoir des représentants locaux, on peut manager en mettant des VIE à distance, mais c'est toujours important d'avoir un animateur côté français et de la présence locale. C'est le plus important à comprendre. Alors, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes. Je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un dans l'industrie mécanique qui, tout seul, faisait de la mécanique de précision, ne pouvait pas aller atteindre des acheteurs donneurs d'ordre comme des bombardiers, comme des gens de renom à l'étranger pour prospecter sur des marchés limitrophes, et qui lui a mis en place une offre intégrale avec tout le bureau d'études, la peinture qu'elle est autour, et grâce à ça a pu rentrer chez des grands groupes au niveau européen avec une prospection directe dans ces différents marchés. Donc il n'y a pas de secteur dans lequel ça marche plus, ça peut marcher pour tout le monde. L'important, c'est la volonté de départ, la posture du dirigeant, l'envie d'aller dire ben moi, mon produit complémentaire, ça serait ça. Réfléchissons ensemble. Comment est-ce qu'on peut aller chercher les entreprises complémentaires? J'aimerais bien aller dans tel pays. Comment est-ce qu'on peut faire? Et ça part de là. Et ensuite, ben, on construit avec vous. Il y a aussi toute cette notion d'offres françaises, hein, de made in France, de made in région, etc. Donc on est dans ces concepts-là aussi. Quand vous arrivez sur un marché lointain, le fait d'amener une solution française qui va souvent être comparée à une solution allemande ou américaine ou peu importe, on est dans ce concept-là. Et être à plusieurs, on est forcément beaucoup plus fort que si on arrivait seul. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà fait de l'exportation collaborative ici? Non. Est-ce que vous avez peut-être des besoins, des questions que vous voudriez poser? Oui. Généralement, c'est au forfait annuel. Voilà. Généralement, il y a un budget annuel qui est présenté au groupe. Et les exportateurs, voilà, ils s'engagent là-dessus, et puis ça permet de payer un certain nombre de frais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'avez vu, comme on a une identité de groupe, il y a une carte de visite du groupe. Le commercial qui va vous représenter localement, que ce soit quelqu'un, un partenaire local, ou que ce soit un VIE ou quelqu'un d'autre que vous embauchez, va venir avec une carte du groupe et va ensuite présenter toutes les solutions. Donc vous avez la garantie d'avoir du reporting régulier, vous avez la garantie d'avoir les résultats de ces prospections, et vous avez en fait quelqu'un qui est sur place en permanence en train de parler de vos produits, de votre offre de service. Donc voilà, généralement, ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois de rentrer chez quelqu'un où on ne serait pas rentré tout seul parce qu'il y a cette offre commune. Et puis ça vous permet, globalement, lorsqu'on fait des études de reporting, lorsqu'on est ici basé en France et qu'on fait ces réunions, d'analyser ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour que ce commercial soit encore plus percutant. Donc l'idée d'avoir cette synergie d'animation vous permet aussi d'aller dire, de faire des remarques, de venir compléter en tant que membre d'un groupe, donner des solutions pour être encore plus rapide, plus percutant dans le groupe pour amener des résultats. Mais c'est en toute transparence entre tous les membres du groupe. Est-ce que ça répond à votre question ? Donc, je pense que ça fonctionne sur les deux exemples, mais
est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que le fait d'être avec un groupe et avec une identité donc commune, l'objectif est que chaque entreprise, évidemment, y trouve son compte. Est-ce que le but, il est de faire accepter toute l'offre du groupe ou est-ce que les acheteurs, finalement, se disent « Bon, bah tiens, moi, je veux effectivement de ce produit-là, mais pas de celui-là » et du coup, ça crée de la frustration pour les autres. Non, en fait, le truc, c'est là où il ne faut pas que ça crée de frustration parce que, oui, évidemment, il peut y avoir des disparités dans la prospection. C'est-à-dire que c'est la réalité. Mais comme c'est une réalité quand on fait une prospection individuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on présente... Là, c'est l'exemple que je vous ai pris, même l'autre exemple que vous a présenté Cécile. L'exemple que je vous ai pris par rapport à la Chine, vous arrivez aux importateurs, vous présentez aux importateurs chinois un catalogue de produits de 5 sociétés. Ils vont vous dire, ben moi sur les 5, c'est vraiment ça qu'il me faut parce que c'est ça qui me manquait dans mon portefeuille. C'est pas grave. Voilà, ben lui, il est importé, c'est très bien. Et peut-être l'autre, il va dire, ah ben moi ces deux-là, ça m'intéresse vraiment. Il faut pas que ça... Voilà. Après, c'est le marché, en fait. L'idée, c'est d'être prêt pour aborder un marché et faire tout pour faciliter la vie de l'acheteur et de l'importateur. Donc, il va voir l'offre et il va faire son marché, je dirais. Hein, il n'y a pas d'obligation pour lui de référencer tout le monde. Et puis, s'il y en a... Enfin, nous, on a eu des cas où, effectivement, l'acheteur était intéressé par tous les membres du groupe. Bon, mais très bien. Mais... Voilà, l'idée, c'est d'arriver avec des outils qui rassurent. Il faut dire que cette façon de fonctionner est absolument rassurante pour les importateurs qui se disent enfin, les Français arrivent de manière organisée et pérenne avec des solutions qui ne sont pas juste des actions one-shot et d'un coup, on ne les voit plus sur le marché. On arrive avec des solutions, un catalogue, une présence locale et tout ça est extrêmement rassurant pour les acheteurs. Alors moi, je voudrais compléter avec un exemple qu'on a eu dans le groupement GFIDECO, puisque c'est moi qui l'animais à l'époque. On a eu une disparité entre acheteurs. Mais grâce au fait que un ou plusieurs membres soient rentrés, la personne qui retourne les voir, elle peut dire, mais au fait, pourquoi tu ne prends pas cette offre-là? Qu'est-ce qui fait que tu ne prends pas cette offre-là? Et peut-être qu'on n'aurait pas eu la réponse en prospection individuelle. Alors que là, il y a une animation qui est régulière. Donc du coup, on peut arriver à comprendre ce qui manque et parfois revenir avec ce qui manque pour pouvoir faire référencer. Et ça, c'est vraiment une force dans un groupement. Parce que d'avoir un seul interlocuteur régulier, ça permet aussi d'aller chercher les réponses qui manquent et qu'on n'obtient pas toujours quand on est en prospection individuelle. Parce que quelqu'un qui vous dit « vos produits ne m'intéressent pas », quand vous lui demandez pourquoi, il ne répond pas toujours. Alors que là, le face-à-face du rendez-vous permet d'avoir les infos. Donc ça, c'est un point aussi qui est très intéressant dans cette offre collective et qui permet souvent de rebondir beaucoup plus vite que dans une prospection individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si une entreprise du groupement est engagée avec le groupement, mais au final son produit au bout de 6 mois ou 1 an, elle se rend compte que son offre n'est pas du tout adaptée au marché. Comment ça se passe? Elle peut se retirer ou... Alors ça peut arriver. Encore une fois, hein, c'est la vraie vie en fait. D'accord? C'est la vraie vie. C'est-à-dire que vous y alliez de manière individuelle ou collective, si votre produit n'est pas adapté, alors on essaye quand même, quand on est dans un projet comme ça, parce qu'après ça déstabilise un peu le groupe quand même, on essaye quand même de valider. Généralement, j'ai rarement eu quand même une situation où il y a un des membres du groupe, son offre est absolument pas adaptée, il est obligé de partir. Ouais, on arrive à l'identifier en amont. Généralement dans les échanges en amont, on arrive à l'identifier. Mais déjà, ça peut, en tout cas, ce qui peut arriver, c'est qu'il y en a un dans le groupe qui a plus de mal parce que peut-être qu'il faut qu'il adapte un peu plus son produit par rapport aux autres. Peut-être qu'il faut qu'il monte en gamme. Il faut peut-être qu'il change son packaging. Peut-être qu'il a un problème de prix. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et l'avantage, c'est que quand on est à plusieurs comme ça, de manière générale, moi j'ai toujours vu les uns et les autres tirer vers le haut parce qu'en fait, c'est une espèce de spirale positive qui fait que si ton produit, d'abord tu le vois, si ton produit il a un packaging qui ne tient pas la route par rapport aux autres, généralement tu te rends compte tout seul et tu vas faire ce changement-là. Si tu vois que ton produit il est adapté mais il est plus cher que tout le monde, tu essayes de voir comment tu peux améliorer les choses. Enfin,
Le fait d'être en groupe permet aussi de se mesurer les uns les autres pour pouvoir atteindre quelque chose de plus harmonieux dans l'offre. Et ce travail-là, il se fait tout au long de l'année. Je pense que ce qui est important, c'est comme dans toute prospection, qu'elle soit individuelle, collective ou collaborative, c'est vraiment de se dire, on a la chance d'avoir quelqu'un qui va régulièrement nous donner des informations sur les retours du marché. Ce qui fait qu'on est toujours, on n'est pas bredouille. Si ça ne marche pas, on sait pourquoi et on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Parfois, ça peut être un changement de pays, un changement de marché, un changement de packaging, comme l'a dit Anne. Mais ce qui est important, c'est que vous aurez toujours l'information qui vous permet d'avancer dans votre croissance. Alors que peut-être en individuel, c'est plus difficile d'aller chercher l'information. Quand quelqu'un n'est pas intéressé, il ne répond pas. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous accompagnez les projets de l'industrie culturelle, production de contenu ? En fait, il n'y a pas de secteur qu'on met à part, que ce soit la production, que ce soit culturelle, agro, industrielle, etc. L'idée, c'est d'arriver sur le marché avec une offre qui soit plus attrayante parce qu'elle est plus large que si elle était individuelle. C'est ça l'idée. Et d'avoir une meilleure visibilité du coup sur le marché. Donc oui, enfin, on accompagne. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir accompagner un pro. Il n'y a pas de raison, ça va s'identifier beaucoup en amont. C'est-à-dire qu'on va identifier ensemble quelle stratégie on va avoir, quelle approche, quel marché, quelle complémentarité culturelle. J'ai un exemple qui me vient en tête. On a accompagné quelqu'un qui fait des concerts de peinture. Donc, artiste dans la musique, artiste dans la peinture. Donc, la complémentarité, vous la voyez. La lisibilité des galeries d'art, la lisibilité des concerts de peinture, la lisibilité de la musique. Le potentiel est vaste. Mais c'est tout à fait possible. La difficulté, c'est ce que je disais un peu au départ, c'est la constitution du groupe. C'est ça qui est le plus long. C'est-à-dire que pour partir, il faut être au moins 4-5 qui est le minimum. Parce que sinon, c'est trop restreint en termes de complémentarité, on va dire. Donc après, c'est de trouver les 3-4 autres sociétés qui sont partantes sur le même marché, qui ont le même timing, qui ont voilà, les mêmes objectifs en même temps. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est souvent le plus long. Mais ça peut être long comme pas long. Nous, on a monté là un groupe de producteurs de champagne en début d'année. De moi, c'était fait. Parce qu'il y avait une volonté à plusieurs, ils se connaissaient, et une volonté à plusieurs de partir ensemble sur un marché commun. Donc, il n'y a pas de règle en fait. C'est Anne, très empirique. Je crois qu'on est rappelé à l'ordre par le digital qui a d'autres créneaux derrière. En tout cas, nous, on a été... on a été ravis de vos questions. Juste deux informations. La première, il y a un appel à projet sur le thème agroalimentaire et agricole, agro-industrie qu'on a lancé. Vous pourrez me contacter, je vous donnerai plus d'informations sur des projets à l'étranger qu'on essaie de détecter pour amener une offre française. Donc ça, si vous avez des projets là-dessus, n'hésitez pas. Et deuxièmement, je publie le mois prochain un bouquin sur le sujet avec un professeur d'université. Et le bouquin devrait sortir au mois de novembre, donc restez connectés. Merci beaucoup. Et donc pour la partie Lille, nous on est plutôt sur la création de groupements dans la décoration, dans le textile, habillement, ameublement et cosmétique. Donc, mais voilà, tout est possible. Ce sont des groupes qui sont en cours de constitution, mais le reste est ouvert si vous voulez échanger là-dessus. Et j'ai été ravie en tout cas de collaborer avec Anne, avec qui nous avons régulièrement des projets. Et merci. Voilà, Lille-Marseille, c'est les portes ouvertes sur le monde. Merci pour votre écoute. À bientôt. Merci beaucoup.